comme je disais souvent, je suis une amoureuse de l'amour et le seul moment où je suis justement vulnérable, c'est dans mes relations parce que c'est l'éducation en tout cas c'est le couple que j'ai vu. J'ai grandi avec l'image de mes parents où voilà l'ego n'avait pas sa place dans un mariage, où là il y avait la communication et l'écoute active parce qu'on peut avoir la communication mais ne pas réellement écouter son partenaire. On attend juste qu'il finisse de parler et ensuite on répond sans avoir réellement écouté. Bienvenue dans La Voix entre nous, le podcast où le lien devient parole. Je suis Marielle Guémot, coach relationnel, et 2 fois par mois, je t'invite à t'asseoir avec moi pour une conversation posée. Une voix parmi d'autres qui vient faire résonner la tienne. Ici, on parle des relations qui tissent nos vies. Celles qui nous élèvent, nous blessent parfois, mais toujours nous révèlent. De temps en temps, je tends le micro à des personnes qui œuvrent pour un rapport plus vrai à soi et donc aux autres. Respire et entre dans l'espace, entre nous. Bienvenue dans La Voix entre nous, le podcast où le lien devient parole. Pour l'épisode du jour, je suis accompagnée d'une femme, une lionne, que j'ai découvert sur Instagram, dans une vidéo où elle taillait un costume 3 pièces à certains hommes, pas à la hauteur de ce que la plupart des femmes peuvent attendre d'un partenaire ou d'un père de famille. Cette femme, elle s'appelle Fabienne, et elle a la page Insta Miné Glow Up. Et aujourd'hui, on partage le micro pour parler de sa vie de maman, post-séparation. Nous sommes dans un monde où notre existence virtuelle est valorisée dès lors que nous sommes reconnus par des likes, que les gens interagissent en commentaire et partagent nos contenus. Alors je vous serais vraiment reconnaissante si vous acceptiez de me faire la grâce d'un acte qui prend si peu de temps et d'énergie et qui donne pourtant beaucoup de valeur à mon travail. Alors si vous aimez ce podcast, mettez 5 étoiles et abonnez-vous. Merci beaucoup. On y retourne. Bonjour Fabienne. Bonjour. Comment tu te sens aujourd'hui ? Ouais, ça va. Franchement, je suis contente d'être là. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors, Fabienne et moi, on ne se connaît pas. Pour le coup, c'est moi qui suis allée la voir sur Instagram après avoir visionné une de ses vidéos qui m'a beaucoup touchée. Ça fait plusieurs mois en fait que je la suivais. Elle a beaucoup d'humour. Enfin, vraiment, elle est absolument à découvrir. Et un jour, elle poste une vidéo qui, moi, me touche personnellement et je me dis, mais en fait, je veux absolument discuter de ce sujet-là avec elle. Dans cette vidéo, tu parlais, Fabienne, de refaire sa vie, ou en tout cas, tu exprimais ton souhait. C'est pas vraiment un souhait, mais en tout cas, tu te disais capable, être en mesure, pour l'amour, par amour pour tes filles, de faire une croix sur ta vie sentimentale. Et en fait, cette vidéo, elle survenait après, je pense, d'après ce que j'ai compris, et bien sûr, tu me corrigeras, hein. Elle survenait après, je pense, la séparation avec ta fille parce que, je pense que c'était pendant la période des vacances et elles ont dû peut-être partir, en vacances chez leur père, enfin, je sais pas trop. Mhm. Et je sais que c'est des moments difficiles quand on est séparés et c'est des moments où effectivement, on remet beaucoup de choses en question. Et ce moment de vulnérabilité, moi, il m'a énormément touchée. Donc du coup, j'ai décidé de venir te voir en DM pour te proposer de participer à la voix entre nous. Et tu as gentiment accepté. J'étais hyper contente parce que j'avoue, j'étais un peu flippée de le faire. Et donc je te remercie vraiment pour ton accueil chaleureux. Voilà. Je t'en prie. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, alors moi c'est Miné Glow Up, mais sur mon vrai prénom c'est Fabienne. J'ai 32 ans. Je suis maman de 2 petites filles, donc de 4 ans et 5 ans. J'ai été mariée pendant 6 ans avec le père du coup de mes enfants. Et j'avais lancé, j'existais déjà sur les réseaux, mais au moment où le compte il a explosé, c'est vraiment quand du coup j'ai traversé la période de séparation avec le papa.
Et à côté, je faisais déjà beaucoup de choses. Voilà, j'étais déjà entrepreneur. J'avais déjà investi en immobilier. Et voilà. Quand le compte a explosé, je me suis dit que voilà, je recevais énormément de messages de mamans qui étaient en séparation, de mamans qui avaient du mal à se relever, qui se reconnaissaient en moi. Et de là, j'ai voulu accompagner certain nombre de femmes. Voilà. OK. Donc toi, tu disais que ça faisait un moment que tu étais sur les réseaux. À la base, tu, entreprends, c'est ça? Oui, mais j'étais sur les réseaux, mais c'était un compte voilà lambda comme, enfin ce compte-là en tout cas, Miniglobe, c'était un compte vraiment lambda comme tout le monde pouvait avoir. Et Mmh. c'est suite à une des vidéos où j'étais un peu remontée contre le père de mes enfants qui a fait que ça a explosé. Et voilà. OK, d'accord. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu fais tes coachs, c'est ça? Oui, je fais du coaching aussi. OK. Alors, du coup, qu'est-ce que tu proposes à ton audience en termes de programme ou de produits comme accompagnement? Alors aujourd'hui, je suis sur un accompagnement de 3 mois, du coup, parce qu'il faut 3 mois pour changer son paradigme. Donc les croyances enfin, qui a créé, c'est la personne qu'on est aujourd'hui. Et voilà, c'est un accompagnement à la base qui est ciblé pour les mamans solo, puisque je pense que je suis plus à même de conseiller des mamans solo qu'une femme qui n'a pas forcément d'enfants, parce que je sais qu'au moment où moi je me suis séparée, c'est ce qui me manquait, c'est ce que j'avais pas trouvé sur les réseaux de coach en tout cas qui avait le même vécu que moi. Ça Mmh mh. parlait de séparation, des fois je tombais souvent sur des hommes aussi, donc ça parlait souvent de séparation, de divorce, mais je me disais à chaque fois, mais comment on fait pour se relever quand on a 2 enfants, dans le sens où on a toujours ce rapport avec le père, parce que Mmh. quand on est une femme brisée qui a pas d'enfant, je dis pas que c'est plus facile de se relever, mais il y a pas ce lien, on peut le couper définitivement. Ouais, Alors ouais. que en étant maman, on est obligé de faire avec. Surtout quand le papa il est présent, bon, ce qui est positif, mais surtout quand le papa est présent, ben en fait on se retrouve face à chaque fois quand on ouvre la porte pour donner les enfants, on se retrouve à notre douleur à chaque fois, face à notre douleur. Donc c'est ça. Et du coup j'avais vraiment du mal, et je sais que les 3 premiers mois de ma séparation, c'est ce que je vivais. Et du coup, ben, cet accompagnement aujourd'hui, il est tourné justement vers ces femmes-là qui aujourd'hui, la première question qu'elles me posent, c'est comment on fait quand on a toujours le lien avec le papa, ou elles ont souvent cette question est-ce que je vais réussir peut-être un jour à refaire ma vie. Il y a aussi le cliché de dire que, en fait, il y a des croyances que la société a mis sur ces femmes-là en disant que voilà, on est maman solo, donc tu dois te contenter de ton statut à vie, que tu sors clairement du marché. Ben, de tout ce qui est rencontre, donc que tu pourras pas forcément refaire ta vie, que ça sera beaucoup plus compliqué. Euh, il y a le fait qu'on dit que c'est souvent des femmes brisées, et donc ça sert à rien de faire sa vie à l'avenir avec une maman solo parce que c'est une femme brisée, qu'elle aura toujours le lien avec le papa. Il y a aussi Ouais, puis certaines... sous-entendu, elle te fera payer aussi, quoi. C'est ça. Et il y a aussi le fait que la maman solo, elle a cette énergie masculine qui fait que ça rejette, enfin en tout cas ça repousse beaucoup d'hommes, cette énergie masculine, et qu'elle Mmh. n'est pas capable de faire de place à un nouveau partenaire. Il y a aussi le fait que ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de mamans solo. Enfin, moi, c'était pas forcément mon cas, mais il y a beaucoup de mamans solo qui, quand elles sont restées longtemps dans une relation, elles ont complètement perdu leur identité et leur confiance en elles. Et ça, c'est Ouais. quelque chose enfin, voilà, c'est dans mon programme. En tout cas, j'accompagne ces femmes-là à reprendre confiance en elles et à se retrouver une identité en dehors de Madame 2, la Mmh. femme 2. Il y a énormément de problématiques que tu as soulevées, effectivement, des problématiques, courantes chez les mamans solo, en tout cas qui viennent de se séparer. Et toi, à titre perso, c'est quelle problématique qui te parle le plus? Moi, la problématique, vu que j'étais une grande dépendante affective, et j'avais quand même j'avais une certaine confiance en moi, mais j'avais quand même un manque d'estime quand même. Et moi, je me rappelle que la première question que je m'étais posée, certes, au moment où j'ai pris la décision enfin, du moins, parce que moi, c'est un peu compliqué, j'ai voulu me sauver moi-même au début. Donc, Mmh. j'ai voulu sauver mon mariage jusqu'au bout par rapport aux valeurs que j'avais, mais à un moment donné,
Je sentais que mon corps, voilà, ça, à l'intérieur, ça allait plus. J'avais déjà été hospitalisée, etc. Donc mon corps était en train de me dire stop et mentalement, en fait, j'allais complètement perdre pied. Donc j'ai pris la décision de faire partir le père de mes enfants. Et en fait, après, certes, à ce moment-là, j'ai senti un soulagement. Donc il y a vraiment le stress qui est parti, le bagage, il est parti avec. Mmh. Mais après, au bout de quelques semaines, on se dit, on commence quand même à se poser des questions en se disant, mais est-ce que je vais réellement réussir à refaire ma vie? Et c'est là où aujourd'hui je mets un warning pour les femmes, c'est que elle est légitime cette question de se la poser, mais elle t'empêche de te reconstruire. C'est la dépendance affective qui fait qu'on se pose cette question. Alors que quand tu sors d'une relation, la première chose à faire, c'est de te reconstruire avant de penser au après. Mmh. Et c'est là où on voit certaines femmes, elles font beaucoup d'erreurs. Et ça, j'en ai déjà parlé dans un post qui avait ben, du coup piqué, où j'expliquais que c'est comme ça qu'on devient, entre guillemets, maman solo, enfin maman de plusieurs papas. Et pour avoir discuté avec des mamans solo qui sont devenues mères, voilà, qui ont eu différents papas, et ben elles me disaient que c'est exactement ça. Qu'en fait, en fin de compte, elles avaient pas pris le temps de se reconstruire et qu'elles étaient tombées sur le premier homme bah, qui leur a donné de l'attention, qui a essayé de combler ce vide et qu'encore une fois, bah, elles avaient pas bien choisi en fait le père ben, du deuxième enfant. Et on en revient à au point de départ en fait. C'est la reconstruction, c'est l'estime de soi. Ouais, je pense que ça va parler à beaucoup de monde ce que tu dis. Et en plus, je pense que j'en connais personnellement qui, je pense, se reconnaîtront dans ton témoignage. Effectivement, le fait de passer, d'éviter cette étape où on accepte de se rencontrer. J'ai l'impression que quand on se sépare, on a tendance à rappeler un peu la personne qu'on était Oui, avant le couple. Donc, on essaye de se rattacher un petit peu à l'ancienne nous, quoi. Qui on était avant de rencontrer cette personne. Or, on a complètement changé. c'est Ce ça, qui fait que effectivement, on va repartir exactement sur les mêmes problématiques sur le couple d'après, puisque ça vient répondre exactement au même manque. En fait, il n'y a pas eu de bilan c'est ça, de cette relation. Et c'est ça. effectivement, c'est le risque. Ouais, ça me parle beaucoup en tout cas ce que tu dis. Moi, ce que j'aime bien dans ton approche, c'est que tu as clairement parlé des femmes en elles-mêmes, c'est-à-dire que euh, on peut souvent reprocher aux femmes de toujours pointer du doigt l'autre, en l'occurrence l'homme. Mhm. Je trouve qu'il y a pas mal d'hommes qui se sentent sans arrêt acculés, à tort ou à raison, hein. Mais Mhm. c'est vrai que moi j'aime ton approche de attendez les filles, remettez-vous en question aussi, parce que finalement le pouvoir, c'est vous qui vous devez aller le chercher. Et pour pouvoir reprendre ce pouvoir, il faut aussi changer de posture. C'est ça. Mais si on devait parler de mecs, de critères Mhm. masculins, c'est-à-dire que là, on sait à peu près sur quoi on doit travailler après une séparation, quand on a eu des enfants. En tout cas, tu as relevé les problématiques et on pourra peut-être y revenir. Mais chez le partenaire, qu'est-ce qu'une femme est en droit d'attendre pour pouvoir éviter les erreurs de la relation précédente? Déjà, moi, par rapport à mon parcours personnel, je sais qu'aujourd'hui, les attentes que j'avais entre 20 et 30 ans, donc du coup, avant cette grosse déception amoureuse, ben, comme tu l'as dit, en fait, il y a ce fameux bilan, en fait. On arrive au pied du mur et en fait, on se dit, OK, d'accord, OK, bon, ben voilà, il y a eu, certes, ce divorce-là, mais il y a eu d'autres relations aussi auparavant, mais ce qui a fait que, enfin, comment dire, ce qui a, ce sont mes anciennes relations qui m'ont amené déjà à épouser le père de mes enfants. Et forcément, sur ces anciennes relations, j'étais pas amenée, j'avais pas cette maturité pour pouvoir faire un bilan de la personne que je suis aujourd'hui. Quand tu dis que Et c'était tes anciennes relations, c'est-à-dire que entre tes anciennes relations et le père de tes enfants, euh, peut-être sûrement dû à l'âge, hein, parce que c'est quand si tu me dis que c'était à la vingtaine, on n'a pas forcément la maturité pour pouvoir se remettre en question, etc., etc. Mais est-ce que tu penses que ça, c'est dû au fait que justement t'as pas pris ce temps de remise en question, de bilan,
ou alors c'est autre chose? Ah oui, mais totalement. Et ça va même un peu plus, fin de compte, quand chaque femme prend le temps enfin même homme, hein, prend le temps de creuser sur la personne qu'elle est aujourd'hui et les échecs entre guillemets des relations qu'on a eu après, bien sûr, ça part même pas, ça va même plus loin que la vingtaine parce qu'on a tous eu des amourettes, des amours, enfin, on a tous été pour la majorité en couple pendant l'adolescence et même ces échecs, enfin ces relations-là. Des fois, il y a des séparations violentes. Il y a aussi le fait qu'il y a l'immaturité qui tourne autour. Donc, il y a eu aussi des personnes, ben, pendant l'adolescence, qui ont été trompées. Donc, forcément, elles se construisent une image de l'homme. Et c'est pour ça que souvent, on a cette fameuse phrase où les femmes disent que les hommes sont tous les mêmes. Mais il y a jamais, mais justement, c'est au moment où, comme tu dis, le fameux bilan, que là, en fait, il y a une remise en question et on arrête d'accuser l'autre et qu'on se regarde vraiment nous dans une glace en se disant, mais si aujourd'hui euh, j'ai toujours ce même type d'homme, j'arrive à dire enfin, je dis tout le temps la phrase que tous les hommes sont les mêmes. Bah, il y a peut-être, enfin, le personnage principal, c'est toujours le même, c'est moi. Donc, il y a forcément aussi un problème de mon côté. Si aujourd'hui je me mets toujours avec ce même type d'homme. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Ouais. Et justement, ça revient au point où tu disais, par rapport au choix du partenaire aujourd'hui, heu, quand on a fait ce bilan, moi, je sais qu'aujourd'hui, ce que j'attends d'un homme, c'est une intelligence émotionnelle et c'est quelque chose qui est rare pour, des 2 côtés et c'est quelque chose qui se travaille. L'ego, comme je l'ai dit, qui tue énormément de couples et justement, c'est la capacité enfin, avoir cette capacité tu vois, d'avoir cette intelligence émotionnelle, justement, ça nous empêche d'avoir cet ego qui est mal placé et du moins de le placer, dans un couple, enfin, sur des sujets qui n'ont rien à voir et qui peuvent au contraire, enfoncer les choses et surtout aujourd'hui, ben, avec tout ce qu'on entend sur les réseaux, les gens, ils sont conscients que voilà, aujourd'hui, l'accompagnement, c'est important, se faire suivre par rapport à ses traumas. Les gens ont le mot facile du trauma, 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 mais l'utilisent pour attaquer les autres, mais c'est un réel sujet. Et Mmh. aujourd'hui, moi, oui, je préfère avoir un homme qui a été conscient de ses traumas par le passé, enfin, qui a construit l'homme qu'il était ou qu'il est aujourd'hui. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile parce qu'une personne qui connaît ses erreurs du passé ou qui se connaît vraiment, c'est beaucoup plus facile de s'engager dans une relation avec. Et la plupart des gens ne se connaissent pas. Ils pensent se connaître, mais ils se connaissent pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Et donc effectivement, dans cette recherche de maturité émotionnelle chez notre partenaire, en fait, moi, ce que j'entends aussi, c'est la possibilité d'avoir des conversations, Mmh. heu, un peu plus profondes et poussées. Parce que c'est vrai que quand la personne ne se connaît pas suffisamment ou n'a pas la curiosité même, hein, parce qu'on n'est pas de toute façon, on se connaît jamais vraiment puisqu'on est Mmh. perfectible, on évolue sans cesse. Mais quand tu as même pas la curiosité d'aller voir, dans tes angles morts, derrière tes croyances, parce que on a tous des croyances sur les femmes, on a des croyances sur les hommes, et cetera. Mmh. Mais quand on n'a même pas la curiosité d'aller voir ce qui se cache derrière ces croyances, hem, à quel manque ça vient répondre ou à quel besoin en fait vient répondre tel ou tel comportement. Bah, ce qui se passe, c'est Mmh. que on reste sur nos positions et on se fait pas la place de l'autre. Et en général, la plupart des problèmes de couple, on dit qu'un des principaux problèmes de couple, c'est le manque de communication. Et Mmh. je pense que ce manque de curiosité d'aller découvrir qui on est, déjà en nous-mêmes, mais aussi à travers l'autre, ça joue énormément sur le manque de communication. Enfin, pour moi, c'est ça. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'intelligence émotionnelle, en fait, c'est juste grandir. Je sais Mmh. pas si tu vois ce que je veux dire? En tout cas, c'est comme ça Mmh. que je le vois. C'est grandir, accepter de se voir tel qu'on est, mettre l'ego de côté. Tu l'as très bien dit, effectivement. Exactement. Parce que, une fois que tu dépasses l'ego, derrière le voile de l'ego, tu as la vérité, ou en tout cas une partie de la vérité. Et cette vérité, je pense qu'elle se trouve à travers la vulnérabilité. Et toi, c'est quoi Exactement. ton rapport à la vulnérabilité? Tu écoutes La Voix entre nous. Et si on parlait un instant de toi? Peut-être que tu sens que certaines relations te pèsent, t'épuisent ou t'empêchent d'avancer. C'est exactement pour ça que j'ai créé mes accompagnements de coaching relationnel.
Selon ton besoin, tu peux choisir un rendez-vous unique, l'Austral Flash, pour éclairer une situation précise. Ou un accompagnement plus profond, comme Ma Détox Relationnelle, un parcours de 3 mois pour transformer en profondeur ta façon de vivre tes relations. Pour en savoir plus, rends-toi sur www.soamicoaching.com, SOAMICOACHING, ou retrouve-moi sur Instagram sur la page soami.kenda, SOAMI.KENDA. Parce que ce qui a été blessé par la relation sera guéri par la relation. J'ai créé un espace de transformation profonde qui n'attend que toi. Comme je disais souvent, je suis une amoureuse de l'amour et le seul moment où vraiment je suis justement vulnérable, c'est dans mes relations parce que c'est l'éducation enfin en tout cas c'est le couple que j'ai vu. J'ai grandi avec l'image de mes parents où voilà l'ego n'avait pas sa place dans un mariage, où là il y avait la communication et l'écoute active parce qu'on peut avoir la communication mais ne pas réellement écouter son partenaire. On attend juste qu'il finisse de parler et ensuite on répond sans avoir réellement écouté. Heu, il y a aussi le fait que j'avais une phrase que je disais souvent à mon ex-mari avant, c'est que si et beaucoup de personnes ne sont pas d'accord aujourd'hui dans la société, mais c'est d'abord les besoins en fait, pour les 2 couples, c'est d'abord, par exemple, les besoins de mon ex-mari avant et si la personne en face est «pareil», entre guillemets, c'est comme ça que fonctionne un mariage, il va mettre aussi tes besoins en priorité. Donc en fin de compte, on est gagnant-gagnant des 2 côtés. C'est-à-dire que si demain quelque chose ne me plaît pas forcément, il va peut-être Le faire prendre une en compte. le prendre en compte, peut-être faire une concession, peut-être sur certaines choses, parce que avant tout, c'est mes besoins avant les siens et moi vice versa. Donc voilà. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une hype sur les réseaux que je suis pas trop d'accord avec. C'est, certes la reconstruction est enfin comment dire? S'aimer soi-même, c'est bien, mais trop s'aimer et trop se mettre, on dit souvent, sur les réseaux, oui, voilà, si cette relation ne te plaît pas, tu quittes, tu mérites tant et je trouve qu'en fait, aujourd'hui, on est en train de nourrir quand même, l'ego indirectement et l'égoïsme, surtout. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Complètement. Et en train de nourrir surtout une société, individualiste, C'est ça, aussi. exactement, c'était le mot que je cherchais, c'est ça, exactement. Mmh. Ouais, et je suis assez d'accord. C'est vrai que de toute façon, faire famille, puisque là, on parle vraiment du le thème, c'est maman solo, donc qui dit maman Mmh, solo dit maman, dit donc enfant et partenaire et faire famille, c'est faire des concessions en permanence. Enfin, genre, c'est ça. il y a pas je vois pas comment on pourrait, entretenir des relations saines si on fait jamais de concessions. Donc là où je te rejoins, c'est que, ce côté, le mec s'il répond pas, au à chacun des critères que tu as mis, c'est poubelle, mais en fait, tu Mmh, trouveras jamais personne. Parce que même c'est un ça. même ton jumeau, en fait, à un moment donné, il a besoin de faire sa vie aussi, quoi. Il a besoin de se différencier, donc ouais, c'est vrai que ça vient, un peu répondre, ouais, à un Ça fausse un peu le «combat» entre guillemets, je dirais on de d'apprendre à s'aimer, voilà, il faut on est notre priorité, oui, c'est vrai, mais quand on rentre vraiment dans une relation et je parle d'une relation saine et stable où on veut vraiment construire avec une personne, le côté, je m'aime moi-même, voilà, enfin, je veux dire, à un moment donné, tu vas pas évoluer, enfin, le couple, il évoluera pas. Parce qu'à un moment donné, quand il y aura vraiment les vraies questions à se poser, les vrais obstacles, ben, ça va casser. mmh ouais. Je pense que le seul moment où on doit vraiment se choisir, c'est quand notre vie est en danger, vraiment. Quand, une femme, là oui, là je suis totalement d'accord quand il y a violence, il y a l'atteinte psychologique, voilà. Là je suis d'accord. Mais aujourd'hui, on a trop cette facilité, à faire comprendre, heu, aux femmes sur les réseaux. Bon après, il y a certains mouvements aussi chez les hommes qui commencent à grandir, mais, voilà, si ça, si ce critère-là, c'est pas ça, quitte la relation. Mmh. Voilà. Et d'après toi, comment on trouve l'équilibre entre l'individualisme et le sacrifice? Tu vois ce que je veux dire?
Il est où le juste milieu entre l'individualisme et le sacrifice? C'est de pas se sacrifier au point de perdre son identité et de plus savoir qui on est. Et c'est là où beaucoup de femmes, entre guillemets, quand elles sortent d'un divorce, ou même d'une relation longue, hein, sans être forcément mariées, mais euh, il est là l'échec. Parce qu'on a tendance, c'est vrai, en tant que femme, et surtout quand on devient maman, à s'oublier complètement. Et d'ailleurs, il y a ce fameux pic aussi qu'on peut entendre en disant, mais je comprends pas quand une femme sort d'une relation longue, comment ça se fait après elle glow up? Mmh. Comment ça se fait que non mais c'est vrai, comment ça se fait qu'après elle shine, elle est plus épanouie et souvent les gens bah en fait ils comprennent pas que qu'on on s'en rend pas compte quand on est dans un mariage, quand il y a eu surtout j'ai beaucoup de mamans en solo qui ont des enfants en bas âge parce que c'est souvent là où ça casse. Mmh. Dans notre génération, dans la nouvelle génération, au bout de 3 4 ans, quand des enfants atteignent 3 4 ans, c'est là où ça casse. Et en fait, on a tendance à s'oublier parce que oui, c'est les 3 années les plus tendues. L'enfant demande énormément et on se voit plus, on se regarde plus dans une glace. Et à côté, on a le partenaire qui, lui, voit sa femme, entre guillemets, voilà, rentrer trop dans son rôle. Elle s'oublie, elle est plus coquette, elle est plus ceci, cela. Et ne prend pas en compte, bah, du coup, le changement d'hormones, le changement voilà, aujourd'hui, quand on devient maman, c'est quand même nos enfants en priorité. Et t'as l'homme à côté qui arrive pas forcément à comprendre ça parce que lui, il a eu aucun changement hormonal, il est juste, entre guillemets, devenu papa. Voilà. Et qu'à cette forme, enfin, certains hommes qui accusent justement leur femme de plus prendre soin d'elle, quoi. Ouais, il y a les changements hormonaux, il y a tout ça, mais il y a aussi la fatigue parce que s'occuper C'est des enfants, ça. c'est fatigant. Excuse-moi, moi j'ai 2 enfants en bas âge comme toi, je pense. Hem, il y en a dont un Oui. qui a 1 an et demi qui fait toujours pas ses nuits. Ne pas dormir, Ouais, c'est hyper fatigant, en fait. Et effectivement, ça exactement. joue sur, l'humeur, ça joue sur, la santé mentale, ça joue sur énormément de choses. On va pas se mentir, en tout cas, toutes les personnes avec qui je discute la nuit, c'est les mamans qui se lèvent pour les enfants. Oui. Donc en fait, on vit pas la même vie. On n'est pas du tout sur la même timeline. Donc c'est sûr que je pense qu'il y a aussi cette notion de charge mentale due à à ce Mm. rôle de maman qui est, très souvent inégal Mm. pour plein de raisons. C'est aussi parce que les enfants, petits, ils vont se tourner vers la personne qui s'occupe le plus d'eux. Et si la personne qui s'occupe le plus d'eux, c'est la mère, et ben forcément, c'est la mère qui sera davantage sollicitée. Mais ça veut pas dire que tout ce qu'il y a à faire à côté n'existe plus. Mm. Et effectivement, là où ça casse, souvent, j'ai remarqué, c'est quand l'homme se focalise sur tout ce qu'il a perdu, entre guillemets, hein, je parle bien entre guillemets, parce Oui. que en fait, la plupart du temps, il le perd. C'est pas il le perd, c'est mis en pause pendant un laps de Exactement. temps. Et après, les enfants Exactement. grandissent et la mère se retrouve, enfin, en tout cas, retrouve son rôle de femme, L'équilibre, oui. un équilibre, le couple s'équilibre de nouveau, mais en fait, c'est ce laps de temps-là où la femme se met sur pause pour laisser sa place de mère prendre le devant, bah, en fait, si l'homme il est pas au niveau, ça casse. C'est-à-dire que il a pas l'intelligence émotionnelle dont tu parlais tout à l'heure pour comprendre la fatigue, le changement hormonaux, et cetera, mais aussi pour prendre sa place dans ce système. Parce que Mm. c'est ça aussi, en fait, souvent ils se sentent mis de côté et tout, mais est-ce Il qu'il a pris s'efface lui-même. ouais, bah, ouais, il s'efface Mm. et il y a plein de raisons pour lesquelles il s'efface. Ça peut être pour des raisons culturelles, ça peut être aussi parce que, il a pas forcément eu un modèle d'un père investi. Peut-être que, quelque part, il y a aussi toute une remise en question, du modèle familial à mettre en ouais, auquel s'intéresser. Je sais pas. Mm. Tell me what you done for me lately. Après, beaucoup d'hommes aussi choisissent un peu quand même la facilité. Je dirais, en fait, c'est pas faire l'avocat du diable, mais une femme, on va dire, pendant les 9 mois, elle a ce contact avec, entre guillemets, avec le bébé, donc elle voit les changements de son corps, elle en prend conscience qu'il va avoir un bébé qui arrive. Et un homme, il en prend conscience la plupart du temps quand l'enfant il est né, pour Ouais. beaucoup.
Parce que justement, là, ça devient vraiment réaliste. Il n'a pas pu le toucher, le sentir. Et là, vraiment, là, oui, je suis responsable d'un humain. Et c'est pour ça qu'on voit certains hommes qui prennent la fuite juste après l'accouchement, hein, quelques jours après, qui disparaissent. Hein, parce qu'ils se rendent compte que finalement, oui, là, c'est réel. Tu es vraiment responsable d'un petit être vivant qui va en demander. Et au final, ils sont débordés par la tâche et partent, Mmh. tout simplement. Comment ils sont ces hommes, du coup, à ton avis, pendant la grossesse? Parce il y a tout un tas de choses qui se jouent pendant la grossesse. Moi, par exemple, je vois le père de mes enfants, mon conjoint, il était très investi pendant la grossesse. Je me suis jamais sentie aussi reine que quand j'étais enceinte. C'est-à-dire que j'avais pas le droit de conduire, il fallait pas que je mange dans du plastique, enfin, tu vois? Il était Mm, hyper investi parce que je mm, portais son enfant, parce que, enfin, voilà, quoi. Heu, Tous les soirs, il avait sa tête sur mon ventre jusqu'à ça me saoulait. Mais vraiment, ça me saoulait parce que je me disais: «Mais» mm, enfin, en fait, je me sentais envahie, en fait, tu vois? Mais en mm, même temps, c'était le seul moyen qu'il avait de pouvoir créer un lien avec le bébé avant sa naissance et je sentais que plus il faisait ça et plus le bébé, par exemple, reconnaissait sa voix. mm. Quand il parlait près du ventre comme ça, je sentais que le bébé bougeait et tout. Donc finalement, effectivement, les hommes rencontrent leurs enfants, à la naissance, mais est-ce que ce serait pas possible de les investir davantage, au moment de la grossesse? Est-ce que ça les préparerait pas davantage? Je Moi, sais je pas, pense mais que encore faudrait-il qu'ils moi, s'y intéressent, hein. ouais, c'est ça. Moi, je pense que oui. En tout cas, pour les hommes qui ont réellement souhaité avoir un enfant, c'est vrai que souvent c'est souvent la maman qui est accompagnée, qui a souvent, voilà, aujourd'hui on met même en place aujourd'hui des suivis psychologiques pour les femmes enceintes pendant tout au long de leur grossesse. Mais c'est vrai qu'au final, l'homme, bah, à part savoir que voilà, il y a un bébé dedans, heu, il a du mal, à réaliser les choses. Je sais que moi, mon ex-mari, c'est ce qu'il me disait, en fait. Il me disait: «Oui, je sais que tu es enceinte, je sais qu'il y a un enfant, voilà», mais il m'avait mis quand même un c'est vrai que j'avais pas pensé à cet aspect-là, mais il me disait: Vous voyez les changements de votre corps, il y a la fatigue, tout ça, mais nous, les hommes, c'est pas le même stress qu'on a à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, on se dit: «Est-ce qu'on va être à la hauteur? Est-ce que financièrement, pour certains, est-ce que je vais être à la hauteur, financièrement est-ce que je vais réussir, en fait, à subvenir aux besoins de ma famille?» Et il me disait que nous, c'est ce côté-là, bah, justement, qui fait, même certains papas prendre du ventre pendant la grossesse, qui font des couvades et tout et cetera, parce qu'ils réfléchissent, énormément. Mmh. Et il y a aussi, je sais que les femmes enceintes, aujourd'hui avec le suivi psychologique, on le sait, on a des traumas, s'il y a eu des traumatismes dans l'enfance ou quoi que ce soit qui vont venir plus facilement. Donc la mémoire qui s'était, voilà, par rapport à un traumatisme qui va revenir, tout au long de la grossesse et chez les hommes, ben, c'est pareil en fin de compte. Ouais. Certains, s'ils ont eu une mauvaise, relation avec leur père, sur le moment, ils vont vouloir être papa, mais au fil du temps que la grossesse, approche, que voilà, l'enfant même, naît, ben, certains, ben, c'est là où, leur passé revient sonner, entre guillemets, à leur porte, mentalement. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est qu'effectivement, en fait, il y a une phrase que je dis tout le temps, c'est, «Ce qui a été blessé par la relation sera guéri par la relation» Mmh, et l'arrivée d'un enfant, c'est un moment, qui peut être, soit un moment, où on est confronté à notre trauma et ça fait tellement mal qu'en fait on préfère prendre la fuite parce on se sent pas capable d'affronter, soit ça peut être finalement un moment de guérison et je pense que c'est là effectivement que ça se joue, que ce soit, pour les mères ou pour les pères, c'est est-ce que tu épouses la guérison ou est-ce que tu la repousses? Tu vois? mmh, Ouais. exactement. Parlons-en du modèle familial. Mmh. Comment on fait pour faire le deuil du modèle familial auquel on aspirait après la séparation? C'est difficile, hein, parce qu'on passe par, plusieurs, parce que, on passe par plusieurs étapes. Moi, je sais qu'il y a eu l'étape, bah, de l'échec, la honte, entre guillemets et pourtant ma famille ne m'a jamais, pointé du doigt, par rapport à mes choix, au fait, voilà que en fait, ils se sont jamais prononcés sur, la séparation ou pas. Ils me disaient que c'est Est-ce que ma tu aurais vie. préféré qu'il se prononce? Franchement, au début,
Je pense que oui. Aujourd'hui, non. C'était la meilleure décision qu'ils ont prise. Mais au début, si, parce qu'en fait, on, j'avais envie d'entendre, ouais, c'était le mauvais choix, que j'avais envie de qu'on me conforte dans entre guillemets ma décision qui au final n'était pas réellement ma décision, mais j'avais pas le choix entre guillemets. Ils m'avaient pas laissé le choix. Mais c'est vrai que sur le moment, oui, je me disais que oui, j'aurais préféré avoir l'avis de mes parents, mais voilà, mes parents surtout, le divorce, ce n'est pas une option. Une option. Ouais, ce n'est Ouais. pas une option, à part dans certains cas, mais c'était pas, voilà, c'était vraiment pas une option. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ben, j'en suis arrivée à culpabiliser, sachant que moi, voilà, autour de moi, ma famille, il y a vraiment, enfin, je parle vraiment le cocon familial, je parle pas des tantes, des oncles, quoi que ce soit. On est mariés. Et c'est vrai que oui, sur le coup, bah, je me sentais un peu comme le vilain petit canard, sachant qu'aussi que le père de mes enfants n'est pas une personne issue d'un divorce. Il a aussi ses parents qui sont aussi mariés. Et c'est vrai que moi, par rapport à ça, bah, je me disais, bah, je comprends pas. Comment ça se fait que moi, pourtant je ne suis pas la fautive dedans, mais pourquoi moi je me bats et pas toi? Et voilà. Ouais. Et à ton avis, ça dit quoi du modèle parental? Est-ce qu'on se fait pas, est-ce qu'on projette pas un idéal familial par rapport à, bah, à notre famille d'origine, tu vois? Toi, tu disais le divorce n'était pas une option. T'aurais aimé avoir la validation de tes parents, tu l'as pas eu. Euh, Peut-être que finalement, ce silence, c'était une réponse en quelque sorte, mais c'est Oui. pas un rejet. Tu vois ce que je veux dire? C'est une réponse, mais c'est pas un Mmh. rejet. Et, euh, et ton ex-mari, est-ce que toi, tu vois des similitudes entre son modèle parental et son comportement? Ouais, honnêtement, non. Pourtant, bon, lui, il est quand même issu du deuxième mariage de son père, mais pour moi, il a pas connu le divorce. Donc, j'arrive pas à comprendre. Et surtout, comme j'avais dit dans une de mes vidéos, enfin même pas, j'avais dit en commentaire que euh, aujourd'hui, enfin, surtout moi, j'élève deux filles et que j'avais peur que mes filles, pour elles, ben, ça devient un modèle familial, le modèle parental. Je vais peut-être me faire tirer dessus, entre guillemets, mais je ne serai jamais adepte comment dire, de dire que, euh, en fait, la société aujourd'hui, ce que je reproche, c'est qu'ils se disent que, voilà, il y a le modèle monoparental, mais pour moi, il n'est pas normal. Le modèle on n'arrivera jamais à me le faire accepter. Oui, une femme peut être heureuse aujourd'hui, épanouie et c'est réel quand elle prend la décision réellement de se reconstruire. Oui, mais pour moi, à la base, on élève des enfants à deux et pas tout seul. Le modèle monoparental, c'est parce qu'on n'a pas le choix à ce moment-là, mais c'est pas le meilleur modèle. Et donc, j'irai jamais dans cette hype de dire que ah non non, mais vaut mieux un enfant truc que voir deux parents. Oui, je suis d'accord, mais jusqu'à où en fait? Mhm. D'ailleurs, c'est le choix que t'as fait. T'as été Mm. au bout et puis à un moment donné, t'as décidé de te séparer, mais tu l'as pas fait de gaieté de cœur. C'est-à-dire que t'as pas choisi la vie monoparentale, t'as choisi de te sauver. C'est Mais des j'ai deux essayé choses différentes. mais j'ai essayé quand même de recoller les morceaux après. Mais pour pouvoir recoller les morceaux après, faut être deux. Ouais. Et quand je parlais de modèle parental, je parlais pas forcément du fait de divorcer ou non. Je parlais Mm. vraiment de la teneur du couple. Tu sais, parce que en fait, je me dis, qu'est-ce qui a amené dans... T'es pas obligé de me donner les détails, hein. Mais Mm. tu vois des similitudes d'après toi entre ce qui vous a amené à la séparation Oui. et le couple parental auquel soit toi t'es issu, soit ton mec est issu, ton ex est issu. Non, franchement, pour moi, en fait, enfin, déjà, il y a eu des problèmes des deux côtés. Je vais déjà mettre entre guillemets le point sur l'âge. On était quand même, voilà, on avait quand même. Enfin, moi, j'avais conscience de ce que c'était un mariage, l'engagement, Mmh. que dans quoi je m'engageais. Mais pour moi, lui, il avait pas réellement conscience dans quoi il s'engageait. Pour moi, lui, c'était une signature et puis, et ben, c'était un couple et puis voilà. Et puis demain, on peut prendre la porte de sortie et puis voilà. Donc, il avait pas réellement cette bon, le côté sacré que moi je portais dans le mariage. Il y a aussi le fait que je me suis mariée, certes, j'avais conscience de l'engagement d'un mariage, mais j'avais pas conscience du rôle d'une
femme dans un mariage. En fait, on a grandi tous les deux dans cette relation. On a appris nos rôles en cours de route et on est devenus parents dès la première année de notre mariage, même au bout de 6 mois, quelque chose comme ça. Donc, on n'a pas réellement su, on n'a pas vécu les voyages comme les autres couples ils ont vécu ou quoi que ce soit. Nous, on est devenus parents. Je vois ce que tu veux dire. On est devenus parents et en plus, on est tombé sur la période du Covid, donc confinés. Ok. Donc, donc à ce Donc en fait, moment-là, le plus dur du couple, vous l'avez vécu à votre début, en fait. c'est ça, La exactement. parentalité, le confinement, peut-être même l'emménagement ensemble. C'est des moments, en fait, qui nécessitent beaucoup, enfin, de se concentrer, en fait. Et vous avez C'est tout ça. vécu d'un coup. Ouais. C'est ça parce on vivait pas ensemble. Enfin, mon ex-mari, il est d'origine maghrébine et de là-bas déjà d'ailleurs. Il est pas français Hmm. et donc c'était hors de question même moi de mon côté de vivre voilà ensemble hors mariage donc par rapport à ça. Donc ça veut dire que forcément on a appris à se découvrir en vivant voilà ensemble, en s'installant ensemble et après 2 semaines après ah oui je suis enceinte. Voilà. Et donc, pour nous deux, religieusement, c'était hors de question de mettre fin à cette grossesse. Donc, on a accepté nos rôles. Et c'est pour ça que j'ai quand même cette... c'est comme si, en fait, j'avais pas... je sais pas si lui, aujourd'hui, c'est la même chose, mais moi, j'ai ce côté... J'ai l'impression d'être restée sur ma faim. De pas avoir vécu réellement ce qu'un couple est censé vivre à deux. Et on s'est tout de suite pris dans le rôle de parents, les responsabilités, voilà, mari-femme, voilà, etc. Et qu'on n'a pas réellement. Moi, j'ai l'impression d'avoir rien vécu avec lui en fait, à part le rôle Ouais, de je vois ce que parent. tu veux dire. Hmm. T'as des frères et sœurs? Oui, j'ai des frères et sœurs, oui. Tu te situes où dans la fratrie? Je suis la cadette. Donc la deuxième? Ouais, Vous êtes combien? exactement. 3? On est 4. Donc j'ai un grand frère, donc ensuite il y a moi et j'ai une petite sœur et un petit frère. Ok. Donc t'es la première fille. Exactement. D'accord. Et ton ex-mari? Alors son père a été marié une première fois. Hmm. Il a eu 3 enfants, donc 2 garçons et une fille. Et ensuite, 1 an après, il a rencontré du coup la mère de mon ex-mari et qui est tombée enceinte très rapidement. Donc il y a eu du coup mon ex-mari et son petit frère qui est arrivé quelques années, enfin même pas quelques années, hein, quelques mois après. Donc au bout de elle a accouché au bout de 9 mois et puis elle est retombée enceinte dès le premier mois. Et ensuite sa petite sœur et voilà. Donc lui en fin de compte. Voilà, c'est pour ça que je parle du principe c'est pas un enfant issu du divorce, entre guillemets. Lui, il a eu la chance d'avoir ses 2 parents, contrairement à son grand frère avec qui je suis très proche, qui lui expliquait que, il a pas eu son papa et que il a eu un petit frère au bout d'un an, donc qui est mon ex-mari, juste après, et que pour lui, ça a été un traumatisme, entre guillemets. Ouais, c'est-à-dire que en fait, ton ex-mari, c'est l'aîné du deuxième mariage, C'est ça. mais il a quand même vécu avec ses frères, ses grands frères. Il a côtoyé les 2 premiers, non. Il les a pas côtoyés, mais ils ont toujours eu, et ça par contre je trouvais ça exceptionnel. Le papa a toujours gardé une bonne relation avec sa première épouse. Hmm. C'est de l'amitié qu'il y a entre eux. Ils Hmm. s'entendent très bien, mais les 2 premiers qu'ils ont eu ensemble, eux ont pris la décision de ne plus avoir de contact avec leur père. D'accord, ok. Ok, ok. Je posais la question parce que je me demandais si, tu sais, la place dans la fratrie, ça jouait pas aussi. Parce que comme tu me disais que ton ex-mari, il semblait pas du tout préparé au mariage, c'est-à-dire que euh,
il est arrivé, il a signé les papiers et puis en fait, il avait pas conscience que ça demanderait des efforts, des concessions, que ça demanderait aussi beaucoup d'amour. J'avais, tu sais, je me demandais si peut-être que c'était pas, tu sais, le petit dernier. Mmh. Parce que souvent le petit dernier, c'est celui pour qui C'est vrai. on fait tout, pour qui, tu sais, c'est un peu toujours le moi-je. Alors je parle vraiment de façon générique, hein, bien évidemment, tous les petits derniers ne sont pas, les petits chouchous, mais tu sais, un petit peu ce côté, en fait, tout est facile et donc jamais on se bat, quoi. Moi, je pourrais pas dire que ce serait mentir aujourd'hui de dire qu'il s'est pas battu. Comme je l'ai dit, on a vécu tout à 360. À, on a tout vécu en mode rapide par rapport à d'autres couples qui prennent le temps de réellement apprendre à se connaître, qui voilà, ils se décident d'avoir un enfant et quoi que ce soit. Nous, on a eu 2 bébés surprises, donc j'ai eu un retour de couche avec la deuxième. Donc je pourrais pas dire qu'il s'est pas battu pour son couple parce que ça a été quelqu'un ça a été une épaule, ça a été un soutien, mais notre mariage, il nous a dépassés sur Ouais. plein de points. Il faut savoir que tous les 2, on est rentrés dans moi, j'ai pris ce recul aujourd'hui parce que j'ai fait un travail sur moi, j'ai été suivie, j'ai fait des thérapies, chose que lui aujourd'hui n'a pas fait et que je lui dis, que c'est très important. On est rentrés tous les 2 dans un mariage en ayant des traumas, mais des traumas extrêmement profonds. Hem, Lui, il est issu d'une famille pauvre. Il a eu, il a connu l'humiliation, de la pauvreté, en Tunisie. C'était quelqu'un qui voulait prouver et qui voulait réussir sa vie et ça, c'est tout à son honneur. C'est un homme, très ambitieux. Moi, c'est ce qui m'avait attirée chez lui, mais il a, justement ce trauma profond de lui, on déjà, on n'avait pas la même longueur d'onde par rapport au respect. Lui, pour lui, certaines choses que moi je faisais étaient un manque de respect. Certains mots que je pouvais dire étaient un manque de respect, alors que pour moi, non, déjà. Parce qu'on n'a pas la même dé on n'avait pas la même définition du mot, respect, Mmh. déjà. Donc lui, forcément, si par exemple, j'allais hausser, par exemple, le ton, pour lui, c'était un manque de respect. Et pourquoi? Parce que c'est par rapport à certains vécus qu'il a eus. Si par exemple, comment dire? J'allais utiliser une certaine phrase, pour lui, il avait l'impression que j'avais essayé de l'humilier. Pourquoi? Parce qu'il avait ce trauma-là qu'il a eu pendant toute son enfance où les gens ont eu cette facilité à l'humilier par rapport à sa condition. Mmh. Il est devenu orgueilleux, c'est pour se protéger, pour Ouais. cacher ses sentiments. Il a nourri un ego, avec le temps parce que justement, c'était pour se protéger lui-même. À la base, c'est quelqu'un de très sensible et qui avait appris en fait à cacher ses sentiments, à cacher ce qu'il ressent. Et moi, à côté, j'étais une femme blessée par d'autres relations que j'avais eues. J'avais ce manque de confiance en moi que je me rendais même pas compte par rapport à une relation toxique que j'avais eue avant de rencontrer le père de mes enfants. Et c'est là où justement, j'expliquais à certaines femmes, c'est que du fait que je m'étais pas reconstruit par rapport à cette ancienne relation, bah en fait, tous les traumas que j'avais de cette ancienne relation, je les ai posés sur les épaules du père de mes enfants. Mmh. En fait, je lui ai demandé à lui de combler et de soigner mes blessures, alors qu'en fin de compte, c'était moi qui devais le faire. Et en fait, tous les 2, on a été une bouée de sauvetage à ce moment-là, surtout qu'on s'est rencontrés à une période de notre vie où moi, j'étais extrêmement en dépression. J'avais plus du tout goût à la vie. Et c'est pour ça que j'avais fait ce fameux voyage en Tunisie, qui avait été offert par une amie. Et c'est là où j'ai rencontré le père de mes enfants, qui lui aussi, en fin de compte, était à une période de sa vie où il était complètement en dépression et qui savait vraiment pas ce qu'il allait faire de sa vie et qu'il avait vraiment perdu lui aussi goût à la vie. Et en fin de compte, on s'est auto-sauvés, entre guillemets, tous les 2 à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on était très attachés à l'autre, mais en même temps, on faisait peser nos traumas, chacun de notre côté, l'un envers l'autre. Mmh. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Effectivement, vous avez connecté de trauma à trauma. Mmh. Ça m'a rappelé une discussion en coaching avec, une maman solo qui me disait, j'ai rencontré quelqu'un et tu sais quoi? Il est pareil que moi, il est dépendant affectif, donc forcément, il va me comprendre moins parce que je suis dépendante affective. Non, erreur. Justement, c'est une erreur de prendre une personne qui a les mêmes traumas que toi et en fin de compte, qui ne les a pas non plus, guéris. Parce qu'au final, le problème d'un dépendant affectif, c'est qu'on va prendre, on va prendre, on va prendre. Au début, on va être satisfait de ce que la personne nous donne, mais le fossé, le vide, il va se creuser de plus en plus parce qu'on va en demander de plus en plus. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Chaque jour, je demandais de plus en plus au père de mes enfants. Et surtout quand il y a eu les enfants, il y a eu cette distance où,
où voilà, je précise, c'était quelqu'un de très investi avec ses enfants. Donc, c'était vraiment le père qui va se lever la nuit, il va changer les couches de son enfant. Vraiment, c'était vraiment le père investi. Ça, je peux pas lui jeter la pierre. Donc, Mmh. j'étais pas seule par rapport à ça. Et en fin de compte, euh, quand son rôle, justement, il l'a pris avec les petites, moi, j'ai commencé à sentir ce vide que, bah, en fait, je suis plus toute seule, j'ai plus cette attention. J'ai vraiment eu le rôle inversé. Ah, j'ai plus cette attention qui me portait à moi. Je suis plus son bébé entre guillemets, parce qu'il y en a deux autres aujourd'hui. Bah, Et ouais, au final, ce vide, il s'est enfoncé. Et le problème, c'est que avant, il répondait à ce vide. Il allait ouais, je vois prendre le très bien. temps. Il allait prendre le temps de me comprendre et de m'écouter. Et au final, à un moment donné, ben, un dépendant affectif, ça rend pas forcément compte, mais on devient un poids pour l'autre, en fait. Et à un moment donné, il a porté, 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 porté. Et à un moment donné, lui, il a dit stop. Parce que l'autre personne porte en fin de compte le vide de l'autre et les frustrations de l'autre. Et surtout, un dépendant affectif, s'il se soigne pas, il finit par devenir borderline. On a des Mmh. relations vraiment, on commence à avoir voilà, à devenir vraiment borderline sur des réactions où l'autre, au final, aujourd'hui, il peut plus temporiser. Et lui, on est arrivé à ce point-là ou à ce point de fatigue et je pense aujourd'hui de non-retour. On brise aussi l'autre de l'autre côté sans s'en rendre compte quand on est dépendant affectif. Mmh. Parce qu'on va avoir des réactions et des attentes qui deviennent de plus en plus grandes, de plus en plus, voilà, on va demander de plus en plus et que l'autre, il peut plus. Ouais. Il y a une femme qui s'appelle Esther Perel et qui parlait très bien de ça. Alors, elle parlait pas forcément de la dépendance affective, mais elle parlait Mmh. des attentes qu'on peut avoir sur le couple, notamment sur nos partenaires, quand on attend d'eux qu'ils soient et nos meilleurs amis, et notre amant, et notre partenaire en business. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et ceci, et cela, et notre confident. Et enfin, en fait, ça fait beaucoup de rôles pour une seule et même personne qui n'est C'est pas ça. en mesure de pouvoir répondre à tous ces rôles-là. Euh, et je trouve ça très très beau que tu aies la lucidité et le recul pour pouvoir le reconnaître. Reconnaître Mmh. effectivement le fait que la dépendance affective, finalement, c'est l'émanation d'un manque. Et ce manque-là, même si au départ, on va aller chercher à le combler dans l'attention de l'autre, si on ne trouve pas le moyen de pouvoir y répondre par nous-mêmes, de pouvoir le combler par nous-mêmes, bah ça va vider l'autre. En fait, on va vider l'autre. Et puis, comme tu l'as Exactement, dit, c'est le mot. vous étiez arrivé à un moment où, au niveau de la famille, les enfants, ça pompe énormément d'énergie. Bah, en fait, il C'est avait ça. plus, enfin, la jauge était vide. Donc, il a plus d'énergie. Il donne tout à ses enfants parce qu'en plus, tu m'as dit qu'il était hyper ambitieux. Mmh. Donc, il a un peu cette pression d'être le pourvoyeur de la famille. Euh, il a cette pression, effectivement, de répondre, toi, à tes besoins, répondre aux besoins des enfants. Après, est-ce qu'il reste de l'espace pour pouvoir répondre à ses propres besoins à lui? C'est ça. Mm. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux pas forcément. C'est vrai qu'au début, quand on sort de la relation, on est un peu, voilà, on voit pas forcément ses torts ou quoi que ce soit, mais quand justement on prend le temps de se reconstruire, on se retrouve, on enlève cette position de victime, parce qu'il y a toujours un élément déclencheur. Ah, si lui aujourd'hui il a eu cette facilité, enfin, on va dire les termes. Lui, il a aujourd'hui pris la décision de se sauver aussi lui-même entre guillemets, parce que si cette relation euh, le vidait, il avait pas forcément, enfin, il avait pas le devoir non plus entre guillemets de rester. Et c'est là où justement je suis quand même un peu moins en conflit avec l'éducation que j'ai eue et le fait d'accepter la décision qu'il a prise quand j'ai voulu recoller moi les morceaux parce que j'ai travaillé sur moi, bah que lui non en fait. Parce que comme lui disait, euh, il a fauté. À un moment donné, quand même, il a fauté. Ça a amené aux fautes. Je vais pas justifier non plus la tromperie d'une personne, mais il y a des éléments qui amènent une personne quand même à tromper. Je parle d'une personne saine, hein. Je parle pas d'une personne qui a la tromperie maladive, mais ça peut pousser. Je me rappelle d'une phrase que mon père il m'avait dit, à force de toujours, parce que la dépendance affective me rendait paranoïaque entre guillemets. Bah, je lui disais tout le temps que, bah, quand par exemple il était froid avec moi, ah bah c'est forcément que t'as quelqu'un d'autre, t'as quelqu'un d'autre, t'as quelqu'un d'autre. Et je me rappelle que cette phrase, non seulement mon père me l'a dit, mais mon ex-mari me l'avait dit. Il m'avait dit à force de me pousser et à me dire que je vais faire ça, inconsciemment, tu vas me pousser à le faire.
alors que je le fais pas aujourd'hui parce que je me dis tout simplement que vu que je le fais pas, mais que au final on m'accuse quand même, bah autant que au final puisqu'il y a pas de différence. Mmh. Mmh mh. Et c'est ce qui a amené à ce que ben il arrive au point où bah justement il a fauté bêtement. Et donc c'est pour ça que voilà, comme je te l'avais dit tout à l'heure, voilà, je peux comprendre le mouvement que les femmes ont envers les hommes et oui, nanana, oui, c'est vrai qu'il y a une grande majorité d'hommes et je pourrais pas dire le contraire qui sont quand même assez bancals parce que les hommes n'apprennent pas réellement à se connaître et ne se font pas suivre, ne vont pas en thérapie, donc n'apprennent pas réellement à creuser sur eux-mêmes. Et à côté, on a des femmes qui aujourd'hui aussi, trop blessées et trop aveuglées, ne font pas, ne même si elles rentrent, dans ce parcours de reconstruction, elles pointent quand même toujours le doigt, vers leur partenaire sans réellement, se tourner sur, elles, les entre guillemets «les erreurs» ou les choses qu'elles ont à corriger aujourd'hui. On appelle ça la prophétie autoréalisatrice, tu sais? Le fait Oui, c'est ça. de flipper, en fait, et donc d'accuser quelqu'un, de quelque chose qu'il a pas fait, enfin, ou même d'une manière générale. Passer son temps à avoir peur de quelque chose, finalement, ça ne fait que l'attirer, puisque tout notre comportement va se modeler sur cet événement qui n'a pas eu lieu. En fait, notre comportement va forcément attirer cet événement-là. Et pour en revenir aussi à la fameuse Esther Perel, qui est du coup psychologue, sexologue, elle est suisse, elle. Et elle expliquait aussi que en fait, elle a travaillé avec énormément de couples à travers le monde, notamment sur le thème de l'infidélité. Et donc, je vais faire exactement la même clarification que toi, c'est-à-dire que je suis pas en train de parler des trompeurs fous là. Je parle vraiment de la tromperie à un moment ponctuel dans le couple. Et elle expliquait que la plupart du temps, en fait, l'adultère, c'est souvent en fait le reflet de. Enfin, on a souvent en fait besoin d'aller se retrouver soi. Tu vois, c'est dans l'adultère, on va retrouver dans les yeux de cette autre personne un regard, une image de soi qu'on n'a plus forcément à la maison. En fait, ça parle plus du manque de la personne qui trompe que de la personne qui est trompée. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, oui. En Oui, gros, exactement, quand oui. tu à la maison, bah, tu vois, on a fait la liste tout à l'heure, mais quand tu à la maison, tu es pourvoyeur, tu as énormément de charges, et ben, quand tu es dehors et que tu as une personne qui va te regarder avec un peu plus de légèreté, tu vois, c'est ça aussi. Un peu plus de légèreté, avec qui tu vas rigoler, avec qui il y a moins de pression. Effectivement, en fait, juste le fait de se sentir léger à cet instant, ça reconnecte les personnes à un endroit de leur identité où ils se sentent en paix. Mais ça a pas forcément un rapport avec la personne avec qui ils trompent. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que on trompe pas, c'est pas genre on est tombé amoureux et en fait, on abandonne sa mère. Ça a rien à voir. Quelquefois, ça a rien à voir même avec l'amour. C'est juste, dans l'adultère, ça peut être un endroit où on retrouve une part de notre identité dans laquelle on est en paix, un court instant. C'est vrai. Parce que, moi, du moins, c'est l'explication qu'il m'avait donnée et même après avoir vu les échanges avec, la personne en question. Hem, Là où, en toute humilité, moi, je l'avoue, j'étais quelqu'un, en fait, justement, l'ancienne relation que j'avais eue avant de rencontrer le père de mes enfants avait fait que j'étais devenue, en fait, je m'étais construit cette identité de me dire: «Je me laisserai plus jamais faire par un homme, je vais être une femme indépendante», c'est là où, comme j'ai dit, je mets une sonnette d'alarme sur cette fameuse femme indépendante. Ça dépend dans dans quelle énergie tu l'es, mais j'étais vraiment dans l'énergie où, en fait, j'avais pris la place de l'homme, Mmh. entre guillemets, de ce qu'on attendait d'un homme. Bah, en fait, j'avais pris ce rôle-là, en fait, mais c'était pour me protéger. Parce que j'avais jamais réellement, creusé mes traumas et en fin de compte, j'avais cette position qui faisait que je ne laissais pas sa place au père de mes enfants dans ce mariage.
Et ça, c'est la chose que quand c'est la claque que je me suis prise quand je me suis trouvée face aux échanges qu'il avait avec cette jeune femme. Il avait cette position d'homme. Après, je sais que certaines diront oui, mais il avait qu'à prendre sa place et non. Quand on est face à une femme quand même qui a un caractère et quand même la bouche, comme je dirais, tu veux pas forcément rentrer en conflit, pas parce que t'en es pas capable, mais parce que lui aussi à ce moment-là, il pensait à ce moment-là même, il me rentrait pas dedans parce qu'il pensait à son couple. Il fallait bien que quelqu'un mette de l'eau dans son vin. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Et la toi d'après? Ben voilà, moi d'après est plus en paix. Euh, c'est vrai que je n'aurais jamais pensé me sentir épanouie en étant célibataire. Certes, on a tous nos moments où on se sent seul, parce que voilà, la femme est quand même un être très émotionnel, que des fois on a envie d'avoir une personne quand on rentre à la maison, etc. Mais c'est pas le même vide que je ressentais avant de rencontrer le papa de mes enfants, où vraiment c'était une solitude maladive. Je pouvais vraiment pas rester toute seule. Mais aujourd'hui, j'ai appris à me connaître. Je sais que demain, si je dois peut-être refaire ma vie, je sais quel type d'homme je vais me tourner. Je sais ce que je peux apporter aussi, et je sais aussi quelle est ma place aussi. Euh, Aujourd'hui, j'ai plus cette peur de finir seule, hein, clairement. Je sais que certains diront oui, mais quand une femme justement arrive à dire cette phrase, elle l'assume totalement et le pense réellement en disant que je suis très bien aujourd'hui et un homme est un plus. Moi, pour ma part, aujourd'hui, oui, un homme est un plus dans ma vie parce qu'aujourd'hui, j'ai appris à m'apporter ce vide que j'avais à l'époque que j'étais pas capable, et ce vide qui me faisait très très peur. Aujourd'hui, je peux sereinement rester 10 ans, même finir même ma vie toute seule parce que je suis comblée en étant seule. Partir en vacances ne me fait pas peur. Aujourd'hui, justement, je savoure le silence et la solitude. Mmh. Mais ça veut pas dire que demain, je dirais non à un partenaire sain et une personne surtout qui a fait un travail sur lui-même et qui vient pas avec ses bagages euh, ben, suite à des traumas, que j'endosserai le rôle de devoir guérir ces traumas. Non. Ouais, là, vous connecterez plus de trauma à trauma, mais plutôt d'aspiration à aspiration, par exemple. C'est ça. Et surtout, un point que je rencontre beaucoup en coaching avec certaines femmes, il y en avait une qui m'a dit, je me rends compte que tout au long de ma vie, je n'ai jamais fait le choix de mon partenaire. Et on se rend compte que c'est vrai, il y a énormément de femmes qui aujourd'hui sont avec des hommes qu'elles n'ont pas réellement choisis en termes de critères. Mais tellement! Mais Elles se tellement sont... vrai! Et c'est une grande claque que cette coachée m'a dit. Et elle a remis, elle avait remis clairement toute mon approche même en question. Elle m'a dit, je me suis rendu compte que tout au long de ma vie, je me suis mis avec des hommes qui sont venus vers moi. Mais c'est pas moi qui suis partie chercher, entre guillemets, parce qu'on a toujours voilà, la société donne toujours l'histoire que c'est à l'homme de faire la cour. Et ça, je suis totalement d'accord. Mais c'est pas parce qu'un homme te fait la cour que forcément tu vas accepter cet homme-là parce qu'il te fait la cour. Ouais, mais complètement. Mais c'est clair. Et C'est puis même ça. cette posture d'être choisi. En fait, c'est attendre d'être choisi. C'est ça, exactement. Pourtant, la femme a énormément, les hommes l'assument, parce que ça c'est dans la vraie vie ou sur les réseaux. La femme a énormément de choix, mais bizarrement, elle se tournera vers un choix. En fait, elle va se tourner vers celui qui sera le plus battant, entre guillemets, celui qui va vraiment se donner. Et peut-être en fait celui-là, c'est même pas lui qui a les qualités. Il aura tout simplement de fausses qualités qu'il va mettre en avant, mais elle va pas prendre le temps de le croiser parce qu'elle va s'arrêter aux mots. Et c'est là où on en revient où on dit souvent, tu sais, il faut faire attention faut pas s'attarder sur les mots, mais aux actions Ouais. d'un homme.
Et puis les actions, pas que avec nous, mais avec les autres aussi, hein, parce que Mmh. on a aussi des grands acteurs, hein. C'est vrai. Exactement, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est là où je me suis rendu compte que mais c'est vrai, mais c'est totalement vrai. Moi, je me suis jamais, en fait, j'ai jamais choisi réellement mon partenaire. Et c'est là où je rejoins tout simple. Là, je rejoins vraiment cette hype qui est de d'avoir des standards. Et certaines femmes aujourd'hui ont peur d'avoir des standards parce que elles se disent que si j'ai des standards, je vais finir seule. Et en fin de compte, c'est une boucle. En fait, c'est un schéma qui est répétitif parce qu'en fin de compte, si tu as peur de poser des standards, c'est que tu n'as pas conscience de ta valeur et surtout, tu as aussi cette peur de finir seule. Parce que tu Mm. dis, si mes standards, ils sont trop élevés, et encore, attention, je marque un point quand même dessus, quand on parle de standards, il faut aussi que tes standards, ils vont avec les standards que toi t'apportes, hein. Oui. Non, parce que On est j'entends bien beaucoup, d'accord. voilà, j'entends beaucoup de femmes dire que, voilà, on va prendre l'exemple de la monnaie. Moi, je veux un homme qui gagne tant, mais moi, blabla. Qu'est-ce que t'apportes toi aussi à ce niveau-là? Parce que moi, je peux entendre aussi les échos des hommes à côté et je comprends totalement le discours de certains hommes. Mm, mm, Euh, mm, mm. on a des femmes aujourd'hui qui sont très exigeantes, mais qui n'ont pas compris en fait ce que certaines personnes veulent véhiculer sur les réseaux comme message quand on dit que tu as des standards. Moi aujourd'hui, par exemple, je suis amène à dire à un homme, voilà, moi je suis entrepreneur. Effectivement, je veux pas aujourd'hui d'un homme qui n'est pas ambitieux, parce que je sais qu'il va me freiner dans mes ambitions. Et certains ont mal compris un de mes posts d'ailleurs où j'en parlais, qui me disait bah oui mais tu te prends pour qui parce que un homme qui ça se trouve aujourd'hui n'est pas entrepreneur peut t'apporter plus. Alors ce qu'ils n'ont pas bien compris, c'est que je suis pas en train d'imposer à un homme d'être entrepreneur. Je suis en train de dire que je veux un homme ambitieux parce qu'un homme qui sera pas ambitieux ne va pas comprendre pourquoi je passe énormément d'heures sur un projet. Il Ouais. va se sentir forcément délaissé. Il pourra pas me comprendre. Donc directement là, je mets une balle dans le pied à mon couple. Je vais rien construire avec cette personne à la longue. Sur le début, elle va peut-être m'encourager, mais à la longue, c'est celle qui va me tirer vers le bas. Tu crois qu'un homme qui n'a pas d'ambition, il n'est pas capable de pouvoir soutenir une femme qui en a? Franchement, il faut avoir déjà, l'homme en lui-même a un très gros ego, déjà pour commencer. Et, euh, et il faut avoir vraiment une certaine intelligence émotionnelle, vraiment. Il y a des hommes qui sont pas ambitieux et effectivement, oui, ça existe, qui vont soutenir leur femme. Euh, Même, je parle même pas même de dire certains hommes qui sont pas forcément un gros business, je dirais. Et là, je vais prendre l'exemple, par exemple, moi, je trouve que le plus bel exemple que j'ai, que je connais, en tout cas, si je devais prendre l'exemple de deux célébrités, même trois, Nabila et Thomas. Mm, Thomas, il est dans l'ombre. Et il l'a toujours dit, il a toujours laissé Nabila briller. mm, Alors que Thomas, en vrai, il aurait pu briller aussi de son côté, hein. Mais mhm. il a laissé parce que Nabila, c'était, voilà, on savait depuis, en regardant sa personnalité, son charisme qu'elle avait, que cette fille, elle C'était avait elle la quelque star. chose et Mais bien voilà, sûr. et elle était là pour briller. Mais Thomas, il aurait pu faire l'homme, mettre son gros ego en avant. Et combien de fois ils ont été attaqués en disant que, bah, c'est Nabila le pourvoyeur, alors que pas du tout. Thomas, il investit énormément en immobilier. Il a pas besoin de faire la pub en immobilier sur les réseaux. Il en a pas besoin. Lui, il investit à côté. Et voilà, mais il soutient énormément Nabila dans ses projets. Donc oui, et ça veut pas dire qu'il n'est pas forcément, il a peut-être moins d'ambition, j'en sais rien, je le connais pas personnellement. Nabila, elle avait de grosses ambitions et ça, elle le montrait, elle le mettait en avant. On a aussi l'exemple avec la créatrice de Les Secrets de Loli, qui est une femme de Ouais, poigne. ouais, ouais, ouais. C'est une femme Ouais. de poigne, c'est la femme antillaise par Qui ma sœur. excellence. C'est ah oui, clairement, c'est une femme qui, on voit qu'elle a de la poigne, qu'elle a du charisme, et elle a une certaine personnalité. Et c'est pas pour autant qu'on voit que le père de ses fils, bah, qu'il le vit mal. Il aurait pu la freiner. Et au contraire, on voit que d'année en année, elle est là, quoi. Elle est sur le devant de la scène et on entend de plus en plus parler de la personne qu'elle était. Et elle a tout fait dans l'ombre. Et elle a eu, voilà, le soutien du père de ses enfants. Et on a aussi un couple qui est assez connu, mais qui est aux USA, Christy Sarah, qui a ça, elle brille, son mari il est derrière. Et d'ailleurs, même sur sa bio Insta, c'est le chef cuisinier personnel de ma femme. Donc, J'avoue. voilà, donc ça veut dire que non, il y a et c'est vrai que ces hommes-là quand même sont attaqués en disant ouais, bah c'est pas le pourvoyeur. Pourquoi? Bah, ils sont attaqués par des hommes qui justement ont un ego mal placé. Bah, en fait, moi, je pense que surtout pour pouvoir être en couple avec une femme ambitieuse et qui assume ses ambitions, il faut avoir confiance en soi. Exactement, totalement, totalement. Parce Et que si t'as pas beaucoup d'hommes confiance en toi, ne tu vas avoir besoin d'éteindre la femme
pour te sentir valorisé. Tu vas te Exactement. sentir piqué dès qu'on te fait une remarque. Moi, je pense qu'en fait, ces femmes-là, ce qu'elles ont compris, c'est je veux un mec à mes côtés qui a pas forcément les mêmes ambitions que moi, mais en tout cas qui Mmh. a confiance en lui. Ouais, c'est ça et ça, j'avais déjà mis en avant sur une vidéo où, mon ex-mari pouvait avoir, les meilleures qualités, mais ça nous a bouffé aussi. Mmh. Ça nous a bouffé aussi parce que j'étais quand même, voilà, j'avais un à l'époque quand j'étais en CDI, j'avais un meilleur poste, que lui. Lui, il venait d'arriver en France, donc je l'avais aidé à, voilà, se construire, tout ça. Donc il y a ça aussi qui a pesé, dans le sens où, bah, j'ai construit un homme qui était pas réellement construit. J'ai élevé un homme, ben, qui était pas forcément à la position où il voulait être et au moment où il l'a eu, entre guillemets, cette position, bah, c'est là où, en fait, on se retrouve, avec le vrai visage de la personne aussi. L'ego a pris sa place. Je suis arrivée au point où je suis arrivée. Aujourd'hui, ben, voilà. C'est pour ça que je dis que quand souvent les gens me demandent, les raisons qui a amené mon couple à, il y a eu tellement de choses dans mon couple qui étaient pas «bons», entre Mmh. guillemets. Bah, ça a fait l'effet boule de neige. Parce que c'est ça que je peux pas aujourd'hui m'arrêter à dire aux gens, bah, il y avait que, la tromperie qui a fait que. Non, il y avait un problème d'ego de lui enfin, de son côté. Moi, il y avait le fait que j'avais pas très bien compris, que c'était pas à moi, d'avoir cette énergie masculine à 110. Tu peux l'avoir dans un business, tu peux l'avoir, voilà, quand tu construis quelque chose, tu peux l'avoir dans le monde du travail, mais dans ton couple, on dit pas de t'éteindre, mais il faut laisser la place de l'homme, enfin, voilà, il faut laisser une certaine place à l'homme. Mais en même temps, vu que j'étais face à un homme qui était pas forcément construit, j'avais pas d'autre choix que de mettre en avant cette énergie masculine parce que qui allait driver quand t'as pas le bon chef de famille et qui prend pas les rênes, bah t'es forcément obligé de les prendre. Ouais. Et ça, par exemple, c'est un aspect où je sais que demain, euh, certains ont pris ça comme comment dire, quand je l'avais expliqué en disant que, soi-disant que j'étais hautaine. Non, pas du tout. Aujourd'hui, oui, si je dois choisir un homme, je veux choisir un homme ambitieux parce que j'ai connu ce que c'est un homme, comment dire, c'est pas, enfin, il l'était comme je l'ai dit, mais c'était moi quand même qui tirais, en fait. Et Mmh. moi aujourd'hui, je préfère tomber sur une personne qui aujourd'hui, lui, va me tirer parce qu'à la base, c'est le rôle d'un homme. C'est l'homme qui a cette certaine énergie masculine. L'homme, il a une énergie pour construire. Si demain je dois choisir un compagnon, je veux un homme, entre guillemets, comme on dit, en place. J'attends pas à ce qu'il soit millionnaire ou qu'il gagne truc ou quoi que ce soit, mais que c'est un homme aujourd'hui Qui qui a me fait pousse ses preuves. réellement à, ouais, voilà. Et que ça soit pas aujourd'hui qu'ils se sentent pas comme beaucoup d'hommes, hein, où des femmes les ont soutenus, les ont construits, mais au final, à la fin, quand ils sont arrivés à la fin de leur construction, bah, ils se sont retournés contre la personne qui les a aidés à se construire en se disant, ouais, mais reprends ta place de femme, en fait. Ton énergie masculine, j'adhère pas du tout. Et aujourd'hui, qui se tournent justement vers une femme qui aujourd'hui les voit comme justement, ben, celui qui va l'attirer. Et il y avait d'ailleurs Mmh. un mec qui l'avait dit sur les réseaux et je trouvais ça tellement vrai Mmh. il avait expliqué que tu vas construire un homme et cet homme, justement, va se retourner contre toi parce qu'en fait, tu l'as connu comme étant un petit garçon. Mmh. Et aujourd'hui, lui, ce qu'il va rechercher chez une autre femme, c'est une femme qui le voit comme un homme. Là, on est purement dans pour moi, dans le rapport un peu dominant-dominé. Parce Mmh, qu'en fait, quand on est, dans une position, où par exemple, quand on a le syndrome du sauveur, mmh, j'en sais quelque chose, donc quand on a tendance à moi vouloir aussi. aider les autres en permanence, en fait, je me suis rendu compte que quelque part, c'était aussi une façon de dominer. C'est-à-dire que Mmh, quand tu aides, tu es au-dessus quelque part. C'est la main qui donne qui est au-dessus. mmh, Donc la personne qui est dans le besoin, elle est en dessous. Quelquefois même, on peut même parler d'une posture de parent à enfant. c'est ça. Sauf qu'une fois que la personne, qui est en dessous, qui est aidée, elle atteint son objectif, Sa pro sa maturité. reconnaissance sociale, en tout cas, la reconnaissance sociale qu'il attendait, Mmh, hem, c'est il s'attend aussi à ce que le rapport dominant-dominé s'équilibre, tu vois? Ou alors mmh, change quelque part. oui, Et je pense que c'est là que ça se joue. C'est-à-dire que, est-ce que tout au long de la relation, ça doit toujours être la même personne qui est au-dessus de l'autre? Tu vois ce que je veux dire? oui, je vois. Le problème, c'est qu'à un moment donné, enfin, c'est difficile quand même de changer de posture. Je pense Mais que je ça dirais, nécessite en fait ouais, d'être au clair sur ton besoin. Parce que moi, je peux comprendre que, tu vois, par exemple, un homme,
il te connaît, bon, voilà, il est jeune homme, et puis à un moment donné, il devient homme et il ressent le besoin de redistribuer les cartes de la structure Mm. familiale. Ok? Mais en fait, ça nécessite des discussions, ça nécessite d'être au clair avec ton besoin. Mm. Et le problème qui va se passer, c'est que d'un coup d'un seul, on va commencer à rentrer dans des confrontations, dans des rapports de force. Exactement. Nous, c'était compétition. Ouais, voilà. Mais sauf que le problème, c'est que la seule personne qui était en compétition, bah, c'était lui. Ouais, mais pourtant, tu l'as dit. Aujourd'hui, tu recherches un homme ambitieux, mais lui aussi, il est ambitieux quelque part. Oui, exactement. Tu vois, donc, est-ce que la clé, c'est l'ambition? Est-ce que c'est trouver un homme ambitieux? Ou est-ce que ça se situe autre part? Est-ce que c'est Comme pas tu autre l'as chose? dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une question de confiance en soi, en fait. En fin de compte, de stabilité, mentale, je dirais. Parce que quand tu sais déjà ce que tu vaux, tu vas voir l'autre comme un partenaire, comme une aide, clairement comme un coéquipier. Mhm. Je dis souvent ambition parce que on rencontre souvent euh, ce défaut d'équilibre avec les hommes qui sont pas ambitieux. Parce qu'au début, justement, surtout les hommes qui sont pas ambitieux sont attirés par les femmes ambitieuses. Alors ça, c'est le truc que je comprendrai jamais. Ils sont attirés par les femmes ambitieuses, mais à un moment donné, ton ambition le gonfle. Et il se rend compte à la fin qu'au final, il a pas réellement sa place d'homme Mm. parce que je prends trop de place. Et donc là, il va te demander de t'éteindre. Chose que toi, si t'es vraiment en phase avec toi-même, tu sais pas faire. Moi, en tout cas, je savais pas le faire. Et puis, t'avais pas forcément à le faire, en vrai. Aussi. Tu vois, ça veut dire quoi, C'est ça. s'éteindre? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça veut dire arrêter de prendre des décisions? Est-ce que ça veut dire arrêter d'avoir des projets? Est-ce que ça veut dire arrêter de te remettre à ta place? Enfin, tu vois? Mm. Concrètement, c'est quoi dans le comportement qui dérange, tu vois? C'est ça. Et au final, j'ai testé la phase de m'éteindre. Ça m'a amené à être hospitalisée. Donc, le stress s'est retourné contre moi. Le fait de garder mes émotions à l'intérieur, bah, ça s'est retourné contre moi. Donc, au final, bah, ça m'a servi à rien. J'étais en train de rentrer dans enfin, de m'enfoncer dans une relation qui changeait ma personnalité, mais pas dans le positif, mais dans le négatif et qui se retournait contre moi. Donc, au final, il y avait un travail de mon côté, mais il y avait aussi un travail du côté de l'autre. Et le problème, c'est que quand on a un qui veut pas faire ce travail-là, bah, malheureusement, ça finit par casser. Donc, si je dois résumer, finalement, Mhm. la toi d'après, ce qu'elle va rechercher, c'est d'abord se retrouver elle, prendre du plaisir à vivre pour toi, par toi. Mhm. Ce vide dont tu parlais, apprendre à le combler par toi-même, pour finalement mieux accueillir l'autre, C'est ça. qu'il soit non pas un ingrédient indispensable au gâteau, mais la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que le gâteau est déjà bon, mais il vient juste, hop, mettre sa petite touche. C'est un bonus. J'ai une thérapeute qui m'avait présenté les trucs comme ça, j'avais trouvé ça intéressant comme métaphore. Mhm. Et puis finalement, si tu devais faire ta liste au Père Noël, ce serait être avec quelqu'un qui comprend tes ambitions, qui te soutienne, qui t'élève. Mhm. Quelqu'un de mature sur tous les aspects, bah, sur tous les aspects, enfin, voilà, un adulte, c'est bête à dire, mais un adulte. Voilà ce Un qu'on attend adulte. d'un homme, un adulte. Voilà. Quelqu'un qui sait se remettre en question. Pour moi, c'est primordial. Quelqu'un qui sait se remettre en question et qui sait mettre, son ego de côté. Moi, j'ai pas d'ego, j'ai pas d'ego quand je suis en couple. J'ai de l'ego pour les gens qui sont à l'extérieur de mon couple, mais pas pour la personne avec qui je partage ma vie. Parce qu'à un moment, la personne avec qui on partage notre vie, c'est la personne la plus importante en fait. Et même, je sais que certaines femmes ne seront pas d'accord. Pour moi, même dans l'éducation même que j'ai reçue et par rapport à mes croyances aussi, ton mari il passe même avant tes enfants. C'est avec ton mari que tu vas partager enfin, t'es censé finir ta vie avec. Mm. Tes enfants, ils vont partir tôt ou tard.
Ça veut pas dire t'as moins d'amour envers eux. Mais tes enfants, ils vont faire leur vie. Tu fais pas tes enfants pour toi. Je vois ce que tu veux dire. En tout cas, la fondation de la Mm. famille, c'est les parents. C'est ça, exactement. Et c'est pas la mère et son enfant. Si les deux, déjà les deux piliers ne sont pas, voilà, ne sont pas entre guillemets fusionnels. Enfin, voilà, ils sont pas bien ancrés. En tout cas, Ça tient. un minimum raccord. C'est ça, ça tiendra pas. Et quelle femme t'aimerais être, toi, à côté de cet homme? Un soutien, ouais, vraiment un soutien, un pilier. Je sais qu'aujourd'hui, voilà, en tant que femme, comme je l'ai dit, je sais où est ma place et surtout j'aimerais. Euh, et ça, c'est un poids que quand il est parti, qui est parti avec, c'est qu'aujourd'hui j'aimerais être cette personne qui s'appuie sur l'autre un minimum et Mhm. pas avoir cette charge mentale que justement toutes les femmes mettent en avant où tu dois être le pilote et le copilote. Ouais. Non. Sortir de Ça, l'archétype de la femme forte, quoi. c'est ça, vraiment. Parce que souvent, les gens pensent que, voilà, la femme forte, on n'est pas femme forte parce qu'on a envie, hein. C'est pas un truc qui, voilà. Non, on aimerait, moi, j'aimerais avoir ce pilier que ma mère, elle a. Ma mère, elle se pose à aucun moment la question de quelle facture qui est payée, hein. Mhm. Même les gros problèmes qu'il y a, je dis pas que la femme ne doit pas non plus s'investir dedans, parce qu'aujourd'hui, il y a une énorme pression financière sur les hommes et même sur la société au niveau des hommes et tout. Mais j'aimerais voilà, me dire que voilà, j'ai réellement un soutien et je suis pas toute seule, parce que moi, c'est ce que j'avais ressenti. J'ai été toute seule face à nos problèmes. Et c'était plus, alors, on fait quoi? Cette phrase, elle venait tout le temps. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait comme on fait? Mhm. J'adore cette conversation. Moi aussi. Eh ben, écoute, que dire de plus? Est-ce que toi, tu vois quelque chose à rajouter? Bah, je pense qu'on a fait quand même le tour. Ouais. Globalement, après, c'est vrai que c'est un sujet qu'on peut élargir encore plus en profondeur avec où il y a énormément de d'éléments qui déclencheurs qui amènent certains couples voilà à se séparer ou de femmes à être maman solo, mais pour moi c'est pas le problème, il vient pas forcément du couple, mais il vient vraiment des personnes individuellement déjà Mhm. au départ. Il y avait une expression que mon père me disait tout le temps, c'est un couple, c'est l'attelage de deux personnes imparfaites dans une institution parfaite, Mhm. entre Merci. guillemets, en parlant du mariage. Une institution parfaite, divinement parfaite. Ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais. Ouais. Ok. Merci Fabienne. Merci infiniment pour Je t'en prie. pour ton intervention, pour ton témoignage. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'il nous a plu à nous de l'enregistrer. Avant de partir, Fabienne, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes actualités? Où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver toujours sur Instagram, donc avec Mini Glow Up. Et aujourd'hui, mon cheminement m'amène à reconstruire les femmes, mais sur trois piliers. Donc la reconstruction financière, la reconstruction mentale et physique. Parce que c'est un tout pour se reconstruire totalement. Merci d'avoir écouté La Voix entre nous. J'espère que cette conversation a laissé en toi une trace, une question ou une petite étincelle. Si tu veux soutenir ce podcast, tu peux t'abonner, partager cet épisode ou simplement en parler autour de toi. Et si tu sens que quelque chose en toi bouge, questionne, appelle, alors c'est que La Voix entre nous a trouvé un écho. À bientôt.